Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la 5e séance publique de la 2e session ordinaire s'est tenue à l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Libye, un accord gazier entre la Libye et l'Italie pour l'exploitation des gisements gaziers au large de la Libye a été conclu. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, comme je vous disais dans le titre, l'Assemblée nationale a tenu conformément à l'article 22 de l'alinéa 1 et 2 du règlement intérieur la 5e séance publique de la 2e session ordinaire de l'année, marquant la fin de la 8e législature. La séance plénière s'est tenue sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, et avec la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement. Au menu de cette première séance plénière, l'adoption au texte législatif portant la loi de ratification de l'accord établissant l'alliance Smart Africa par la République de Djibouti, un projet de loi portant approbation des comptes financiers 2020-2021 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, ainsi qu'un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2021. Autre projet de loi portant aussi approbation du compte financier du Palais du Peuple pour l'exercice 2021 et un projet de loi portant approbation du compte financier de l'Imprimerie nationale pour l'exercice 2020 et 2021. Un autre projet de loi portant approbation du compte financier de l'agence Aroulos pour l'exercice 2018, 2019, 2020 et 2021. Ainsi qu'un autre projet de loi portant approbation du compte financier de la radio-télévision de Djibouti pour l'exercice 2020-2021 et un projet de loi portant ratification de l'accord de financement entre la République de Djibouti et la Banque islamique de développement. Et enfin, un autre projet de loi portant ratification de l'accord de financement entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. Et enfin, un autre projet portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes ADR pour l'exercice 2019, 2020 et 2021 ont été adoptés. Eh bien, au titre des échanges, les députés ont essentiellement porté leur interrogation sur les textes de l'ordre du jour, mais aussi sur la thématique relative. Smart Africa est un engagement audacieux et novateur visant à accélérer le développement socio-économique durable sur le continent et à engager l'Afrique sur la voie du développement de l'économie numérique à travers l'accès abordable aux services à large bande et à l'utilisation des technologies de l'information et des technologies. En effet, Madame la Ministre, dans la même perspective, Djibouti est également membre des groupes du travail qui se penchent sur la gouvernance des données en Afrique. Toutes ces initiatives et engagements s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Madame la Ministre, mes deux questions sont les suivantes. Est-ce que Smart Africa sera-t-il le catalyseur, le fédérateur d'une Afrique connectée et digitale, moderne, inclusif et porteur d'espoir pour nos jeunes? Ma deuxième question, Madame la Ministre, vu les avantages de ce grand projet innovateur, pourquoi d'autres pays africains peinent-ils à s'adhérer à Smart Africa? Je vous remercie. C'est celui de numéro 18. Oui, d'abord, il est très clair, comme nous le savons bien, que grâce à la politique visionnaire du président de la République, son Excellence Hajj Ismail Omar Guelleh, que ces nouveaux crédits conjugués au financement apporté par les banques privées aidera ces ménages à édifier une vie meilleure pour leurs familles et leur communauté. Alhamdulillah, nous avons un sage et un vrai père de la nation qui pense pour ses concitoyens et qui favorise
aux familles très diminuées pour les offrir une belle vie de bonheur et de meilleur. Monsieur le ministre, est-ce que ces projets vont soutenir l'offre de microfinancement et en convertissant les contrats de location-accession en prêts hypothécaires? Est-ce que ces projets, monsieur le ministre, est-ce que ces logements devront-ils respecter un certain nombre de normes de construction afin de garantir leur résistance aux incendies et aux inondations d'origine climatique? Eh bien, plusieurs ministres ont répondu aux différentes questions et remarques présentées par les députés. Fait partie des premiers pays à rejoindre l'organisation. L'objectif des Smart Africa est de mettre en place un marché unique numérique en Afrique, car en effet, il y a 35 pays et ces 35 pays représentent 1,1 milliard d'habitants. On sait que le potentiel en matière de développement de l'économie numérique est très significatif et c'est un objectif principal de l'Alliance. De par sa position géostratégique, nous souhaiterions nous positionner comme un hub de data center et intégrer, en intégrant cette alliance avec son avantage comparatif, Djibouti souhaite devenir les data centers régionaux et inviter à travers cette alliance à associer tous les membres pour que cet objectif et cette ambition voient les jours. Est-ce que l'Alliance nous permettra de créer de l'emploi? Oui, parce que si en devenant un data center régional, imaginez 1 milliard d'habitants avec la transformation que l'Afrique souhaite engager en termes de données, en devenant ces data centers régionaux, ça va créer de l'emploi. Avec mon collègue ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons aussi à côté préparé, nous devons préparer les compétences numériques parce qu'un data center pourrait arriver aujourd'hui avec Google, Amazon, mais est-ce qu'en face, les compétences sont disponibles? C'est à Djibouti, dans sa vision, à engager des formations et des compétences dans le domaine du numérique. Nous pensons que oui. Pour la catégorie de population qui est visée, je pense que ça va constituer une réponse appropriée pour que ces familles puissent accéder au financement des banques, parce qu'aujourd'hui, l'élément bloquant pour l'accès à la propriété est le manque de financement. Donc, ça va quand même donner une bouffée d'oxygène à toutes ces familles qui sont qui souhaitent avoir soit acquérir une parcelle, soit avoir un logement, de pouvoir donc disposer de financement bancaire auprès de toutes les banques de la place. Ça, c'est un premier élément et nous pensons, bon, l'avenir nous dira les résultats, mais nous pensons qu'à peu près 2000 familles peuvent profiter dans un premier temps de ce financement-là. En ce qui concerne donc les coûts de construction, nous travaillons beaucoup pour que les coûts de construction soient revus à la baisse, mais il y a des éléments qui ne dépendent pas souvent de nous. Vous avez vu que l'année dernière, à cause de la guerre en Ukraine, les coûts des matières premières donc, qui rentrent dans la construction ont flambé. Même avant ça, avec le Covid, donc la pandémie du Covid, les coûts du transport maritime avaient beaucoup augmenté et donc ça a influé aussi sur le prix des matériaux de construction. Nous pensons pouvoir donc dans un avenir assez proche pouvoir influer aussi sur la mise en place de prix qui soient accessibles. Eh bien, au terme des réponses des ministres et après l'intervention significative du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, avant de lever la séance, n'a pas manqué dans sa traditionnelle allocution de clôture la session et de remercier l'ensemble des législateurs et des membres du gouvernement pour l'excellence du travail accompli. De l'Assemblée nationale, je vous remercie pour vos contributions tout au long des 5 années écoulées et à la veille de l'échéance du 24 février prochain. Je vous encourage à vous unir pour mobiliser nos compatriotes autour du programme de la coalition IMP qui répond aux attentes de notre population.
les grandes infrastructures réalisées grâce à la vision éclairée de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, sont palpables. Il vous reste donc à redoubler vos efforts pour vulgariser et valoriser les différentes réalisations qui font la fierté de notre pays. Pour ma part, je suis heureux d'avoir servi avec vous, mes chers collègues, avec la plus grande abnégation et honnêteté au sein de notre institution qui est par excellence le poumon de notre démocratie. Je suis fier que nous ayons accompli cette législature en adéquation avec la politique du président de la République. Mesdames et messieurs, sur ce, la 5e séance publique de la seconde session 2022-2023 est close. Merci. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre de l'Intérieur qui a reçu dans son cabinet les différents présidents des partis politiques et groupements des partis politiques. Eh bien, après vérification des dossiers par la sous-commission du ministère chargée de l'éligibilité, le ministre de l'Intérieur a remis le récépissé définitif au groupement des partis UMP et au parti UDJ après production des quittances du paiement de la caution 500 000 francs auprès du trésorier payeur national. Régional à présent, direction la Somalie, où le ministre de la Défense de Djibouti, Hassan Omar Mohamed, est arrivé ce matin à Mogadiscio, capitale de la Somalie. À son arrivée à l'aéroport international de Mogadiscio, Aden Abdullah, le ministre de la Défense et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par son homologue somalien, Abdelkader Mohamed Nour. Le ministre de la Défense est la tête d'une des fortes délégations djiboutiennes, notamment le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et plusieurs hauts responsables militaires des forces armées djiboutiennes. Le ministre de la Défense djiboutien et son homologue somalien ont eu premier entretien dans le salon VIP, rappelant que plusieurs sujets ont été au cours de ces entretiens, notamment les voies et moyens de renforcer davantage les relations de fraternité entre la Somalie et la République de Djibouti. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a rappelé avec force le soutien indéfectible et une détermination sans faille du soutien du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et le peuple djiboutien à l'encontre de leurs frères en Somalie dans leur combat contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Eh bien, dans un discours prononcé, le ministre de la Défense djiboutien a rappelé tant qu'il y a la paix en Somalie, nous sommes, en qui était dit le ministre de la Défense, en déplacement en Somalie. Nous sommes là à Mogadiscio, Dieu merci, Mogadiscio n'est pas comme avant, la sécurité s'est améliorée, a indiqué le ministre. Nous sommes venus sur invitation pour prendre part aux discussions qui auront lieu le jour à venir pour éradiquer le terrorisme Al-Shabaab, les terroristes plutôt, du groupe Al-Shabaab, exprime le ministre. Nous, les Djiboutiens, nous avons des larmes aux yeux quand on parle des mauvaises nouvelles à l'encontre somalien, a rajouté le ministre. Aujourd'hui, je porte avec moi un message de la part du président de la République et du gouvernement et du Parlement et au peuple djiboutien. Nous sommes prêts à mourir auprès de vous pour se débarrasser une fois de tous les terroristes du groupe Al-Shabaab. si fiican u haysta taa waxa weeyaan madaxweynuhu kowdhe xukuumaddiisa labadhe shacbigiisa saddexdhe way sara joogaan waynala dhimanayaan meeshaad tagtin waa nila tagaynaa mesaajkaa baan keenay madaxweynaha ii dhiibay gubernamangaa ii dhiibeen shacbigaa baa noo dhiibay. Eh bien, sans transition, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, et son homologue ont eu une réunion bilatérale avec son homologue somalien. Au cours de cette réunion, le ministre de la Défense a remercié son homologue somalien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation qui l'accompagne. Le ministre a exprimé la solidarité du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que le peuple djiboutien et au gouvernement et au peuple frère de la Somalie pour vaincre ce groupe terroriste de la Somalie.
Au cours de la réunion de travail, plusieurs sujets étaient également à l'ordre du jour, notamment l'agenda du sommet des pays frontaliers contributaires en Somalie, mais aussi les liens historiques et les relations privilégiées entre Djibouti et la Somalie, l'engagement des forces armées djiboutiennes en Somalie et son rôle dans la lutte contre les groupes terroristes Al-Shabaab a été au menu de leur discussion. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a salué les efforts, la détermination des forces armées somaliennes qui a mené un combat sans merci contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Eh bien, retour à Djibouti où un atelier de lancement du projet Mingrid s'est tenu à l'hôtel Sheraton en présence de hauts responsables gouvernementaux et des représentants du programme des Nations Unies pour le développement. L'événement visait à lancer un projet intitulé « Soutenir l'accès à l'énergie propre en augmentant la viabilité financière et en encourageant l'investissement commerciaux à grande échelle dans les mini-réseaux à faible teneur en carbone à Djibouti ». Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Al-Guedi, étaient présents, ainsi que la représentante plutôt résidente du PNUD à Djibouti. L'objectif du projet est de soutenir l'accès à l'énergie propre en augmentant la viabilité financière et en encourageant les investissements commerciaux à grande échelle dans les mini-réseaux à faible émission de carbone à Djibouti. Le lancement du projet a été l'occasion de montrer l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès à l'énergie et à réduire les émissions de carbone dans le pays. Les ministres ont souligné l'importance de mettre en œuvre des solutions énergétiques durables pour répondre aux besoins énergétiques. Ce projet est financé à hauteur d'environ 3 millions de dollars par le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, et est soutenu techniquement par le Programme des Nations Unies pour le développement, en appui donc au gouvernement de la République de Djibouti, et va durer 4 ans. Il est l'aboutissement d'un long processus de formulation qui va permettre donc aux 2 ministères ici impliqués et à l'ensemble des parties prenantes de poursuivre les efforts du gouvernement de renforcer et de diversifier les énergies renouvelables à Djibouti. Je tiens à ce stade de mon propos à féliciter l'ensemble des équipes et des experts qui ont collaboré à l'élaboration de cet ambitieux projet qui permettra donc de donner l'électricité aux villages de Koranga et Yoboki et aux zones environnantes dans le but donc de l'électrification et surtout dans le but de ne laisser personne de côté. Eh bien, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a également rappelé le rôle crucial que les énergies renouvelables joueront dans le mix énergétique du pays et de la façon dont elles peuvent contribuer au développement économique de Djibouti. L'actuel, marqué par le changement climatique et par la crise énergétique inhérente de la guerre en Ukraine entraînant la hausse des cours mondiaux des produits pétroliers, recourir aux énergies alternatives, dites propres, s'avère une nécessité impérieuse et absolue. L'urgence climatique nous impose donc à tous de réduire drastiquement l'usage des énergies fossiles et à leur remplacement progressif par ces énergies renouvelables inépuisables, disponibles, non polluantes, car ne dégageant pas de gaz à effet de serre, mais surtout écologiques. Mesdames et messieurs, il y a lieu de savoir que les mini-réseaux verts produisant leur énergie à partir des ressources renouvelables, notamment par le solaire, constituent les tendances actuelles par excellence dans le monde pour permettre aux populations rurales d'accéder à l'électricité. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique en matière d'électrification rurale et de tous les villages éloignés du réseau électrique national de notre pays, nous avons déjà utilisé ces mini-réseaux pour électrifier plusieurs villages et nous comptons les installer dans tout autre incessamment et sous peu. Leurs avantages étant multiples, ils peuvent alimenter un large éventail de clients en leur offrant un approvisionnement ininterrompu en électricité de haute qualité de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un coût moindre. Leur utilisation permet donc par conséquent une amélioration des cadres et des conditions de vie des populations rurales et le développement socio-économique des zones rurales. Et dans son discours, le ministre de l'Environnement a souligné l'importance de l'énergie propre pour atteindre le développement durable et réduire les émissions de carbone. Il a souligné l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès à l'énergie et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Il est particulièrement agréable aujourd'hui de me tenir devant cette auguste assemblée afin de procéder au lancement officiel du projet intitulé « Soutenir l'accès à l'énergie propre en augmentant la viabilité financière et en encourageant les investissements commerciaux à grande échelle
dans le mini-réseau des faibles émissions de carbone à Djibouti, ou plus communément appelé projet mini-grid. Vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques, en plus d'être un phénomène climatique complexe, impactent durement la qualité de nos vies de nos concitoyens. Les combattre est une nécessité pour la survie de l'homme plus qu'un choix. Nous pouvons alors nous demander, adaptation ou atténuation? Pour notre pays, les deux options s'imposent. Le renforcement de la résilience des populations est indispensable face aux sécheresses récurrentes. Les aléas socio-économiques, les changements climatiques nous contraignent à développer des mesures d'adaptation durables et efficaces. D'un autre côté, il est important d'agir sur les causes mêmes de ces dérèglements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. C'est dans cette optique que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, n'a cessé de faire un plaidoyer pour que notre pays devienne un pionnier dans le développement et l'utilisation des énergies renouvelables. En effet, notre pays possède un fort potentiel en énergie renouvelable et le développement de la géothermie, de l'éolienne, du solaire sont autant de projets ambitieux que notre gouvernement a entrepris. Mesdames et messieurs, ces projets s'inscrivent dans la vision 2035 et dans le respect des engagements de Djibouti en termes de réduction des émissions des gaz à effet de serre. En effet, la contribution déterminée nationale, élaborée dans le cadre de l'accord de Paris, engage notre pays à réduire de 40% des émissions dans un scénario inconditionnel. Les projets mini-grid me tiennent particulièrement à cœur parce qu'en plus de contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques, il répondra efficacement à la volonté d'électrification rurale de notre pays. 2 villages, Yoboki et Korangar, pourront avoir accès à l'énergie solaire à l'issue de ces projets. Et cette initiative permettra sûrement aux habitants de ces villages de voir leurs conditions de vie améliorées au quotidien. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi après une petite rénovation en matière énergétique. Le bâtiment central de la BCI MER s'est doté des tuiles solaires pour le toit pour concevoir son énergie. C'est ainsi qu'une cérémonie d'inauguration du siège central de la BCI MER a été organisée ce matin sous l'égide du ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Al-Ghedi. Rappelons qu'environ 78 kWh sera produit chaque année pour rendre le bâtiment plus clair et plus frais. Cela permettra à la BCI MER d'économiser sur son dépense énergétique et opter pour une énergie plus verte, plus propre, dans le respect des normes internationales. Les travaux de rénovation ont été dirigés par une société spécialisée à la matière, Somalec. La cérémonie a vu la participation du directeur général de la BCI MER, Régis Bariac, le directeur adjoint Abdallah Ibrahim et le directeur général du groupe Brett, M. Olivier Klein. Mais c'est un bâtiment qui a également les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que ce sont des grands espaces acclimatisés avec de grandes surfaces vitrées, et donc nous avons un bâtiment très énergivore. Alors une fois que l'on a dit ça, ça fait à peu près 2 ans que la BCI-MER se dit intuitivement qu'il y a certainement quelque chose à faire, que l'on cherche des solutions, peut-être à base de panneaux solaires, pour essayer de s'améliorer, d'être plus vertueux sur l'énergie. Et comme souvent, c'est bien sûr ensuite le hasard qui fait qu'il y a eu cette rencontre avec le cluster Djibouti Terre d'Innovation, présidé par Pierre Terrier ici présent, qui nous a présenté une solution qu'il a incubée dans ce cluster de tuiles solaires. Pas de panneaux solaires, mais de tuiles solaires. La banque a été très séduite par ce projet, et je tiens à préciser que depuis lors, la banque est également sponsor du cluster Djibouti Terre d'Innovation pour aider à développer des solutions innovantes sur Djibouti. Eh bien, de son côté, le directeur général du groupe Brett a souhaité la bienvenue au ministre et a expliqué un peu le projet innovatrice de la compagnie pour mieux gérer sa dépendance énergétique et pour participer à la protection de l'environnement. La compagnie a opté pour utiliser ses ressources énergétiques solaires. Le d'entreprise qu'on essaie de faire et de notre groupe Brett et bien sûr de la BCI Mer Rouge, la première fonction d'une banque, c'est de faire une bonne banque qui accompagne bien le pays. Et donc, la première responsabilité économique et sociale que nous avons, c'est de bien faire à la banque. Ça n'empêche en rien d'être engagé sociétalement. Parce que j'ai toujours dit, une banque s'est ancrée dans un territoire et c'est en osmose avec son territoire. Si le territoire va bien, la banque va bien. Si la banque va bien, le territoire va la banque contribue au fait que le territoire aille bien aussi. Et dans la fonction de notre banque, il y a évidemment le fait d'être un acteur économique important dans un pays, dans un territoire, et il faut assumer ce rôle, y compris dans son engagement sociétal. Dans son engagement sociétal, naturellement,
j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait viser le bon mariage entre éthique et efficacité. Une efficacité qui serait sans éthique ne marcherait pas longtemps, mais une éthique sans efficacité n'aurait aucun moyen. Donc de ce fait, une banque qui se développe, une banque rentable, une banque utile à la population, utile au pays, est fondamentale. Et quand on a les moyens alors, et qu'on est utile, il est fondamental aussi d'investir dans le pays en termes d'engagement sociétal. L'engagement sociétal, ça va de la participation à la facilitation de l'égalité sociale, de l'égalité des chances. Ça va, et on essaie de faire des choses en termes d'éducation et autre chose. Et ça va naturellement aussi toucher tout ce qui est environnemental. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, ça a été très bien dit. Le sujet environnemental aujourd'hui est mondial. On ne s'en sortira pas dans un seul pays. Et si chacun, nous faisons quelque chose pour l'environnement, eh bien, au total, on aide la planète. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie a félicité l'équipe du groupe BCIMR à Djibouti pour son action louable et ses innovations. Il les a conviés le reste des administrations publiques, parapubliques ou privées d'en faire de même. Et les premiers bâtiments à être efficients, à être moins énergivores et à travailler dans la ligne droite de la ligne fixée du gouvernement pour l'efficacité énergétique. Nous avions demandé et décrété par loi de faire d'abord des audits énergétiques pour tous les organes d'institutions énergivores à Djibouti. Pourquoi? Pourquoi l'objectif de cet audit énergétique, c'était pour voir d'abord que cette institution, que ces compagnies et sociétés, d'abord se fixent des objectifs pour pouvoir réduire cette énergie énergivore qu'ils consomment tous les jours. Nous savons très bien qu'à Djibouti, nous avons un climat rude. Nous avons besoin d'électrification 24h/24 et il faut aussi un confort sain et agréable pour tous nos collaborateurs qui travaillent avec nous. C'est une importance capitale aujourd'hui d'avoir un bâtiment moins énergivore, un bâtiment efficient en efficacité énergétique et utiliser le potentiel actuel qu'on a à Djibouti, qui est le solaire, l'éolien ou d'autres énergies alternatives. Je félicite encore le groupe BCIMR Djibouti pour pouvoir être, et qui sera le porte-flambeau, je veux dire, de l'efficacité énergétique à Djibouti, car vous êtes les premiers bâtiments, la première société à installer des panneaux solaires ou des tuiles solaires d'une capacité de 78 kW. Je trouve que c'est très important et je tenais vraiment à venir et à être le jour de l'inauguration de ces tuiles solaires sur votre bâtiment. Nous allons bien entendu vous accompagner, car aujourd'hui, avec toutes les autorisations requises et que nous avons données au ministère de l'Énergie, à la BCIMR, vous êtes un autoproducteur. Nous allons vous suivre, nous allons certainement aussi suivre vos audits énergétiques annuels chaque année. Et je profite à cette occasion pour aussi donner et informer toutes les institutions de Djibouti pour pouvoir eux aussi s'atteler après les audits énergétiques à se fixer des objectifs pour minimiser la facture d'énergie et les dépenses, mais aussi à travailler dans l'efficacité énergétique. Tout à fait autre chose, l'Institut français a abrité une conférence avec thématique intitulée « La crise et mutation, choc des ruptures ou gestion sereine de la transformation », l'intitulé du livre d'Olivier Klein, qui est également président du groupe RED. La conférence a débuté par une présentation du livre intitulé « Crise et mutation » par son auteur lui-même, qui n'est d'autre qu'Olivier Klein, également président du groupe RED. Ce dernier a, dans sa présentation, indiqué de son livre, parler d'emblée sur les modes de régulation de l'économie où chaque entreprise se doit d'œuvrer à son échelle pour le bien commun en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes, la conceptualisation et la pratique de la vie professionnelle qui sont les voies et moyens pour tacler le bankrupt grâce notamment à des techniques d'anticipation qu'il a fortement jugées efficaces pour traiter les problèmes à temps et dans le temps. Comme nous le savons tous, dans le temps de crise, la peur s'évite et le risque devient grand. C'est se laisser submerger par une toute nouvelle vague disruptive. Comment faire face aux mutations? Il faut anticiper au mieux les évolutions, a-t-il conclu, pour conduire à temps les changements et les transformations, nous a expliqué
M. Olivier Klein. Qui était plutôt efficace ou pas, mais de temps en temps, avec le temps, pour des raisons que j'essaierai d'expliquer rapidement, il y a une moindre efficacité qui apparaît, des gains de productivité qui s'effacent, des façons de fonctionner qui ne fonctionnent plus bien, et la société se dérègle, l'économie se dérègle, le social se dérègle. Et en réalité, ça ne conduit pas à la mort de la société ou à une disruption dans la société, mais ça conduit cette moindre efficacité dans le mode de régulation à la nécessité de changer le mode de régulation. Et ça va être fait de façon consciente et inconsciente par les différents éléments qui constituent une société et une économie. Et en fait, si ça se dérègle, c'est souvent parce qu'il y a des chocs externes. Ça peut être le prix du pétrole qui, en 1974, change beaucoup de choses. 73-74, ça peut être le mode de fonctionnement du système monétaire international. Ça peut être interne. Ça peut être les contradictions d'un mode de production, d'un mode de façon de vivre d'une société qui font que ça marche pendant un moment, mais ensuite, les différents rapports de force qui existent entre eux vont produire des dysfonctionnements de cette société. Autre actualité, l'amphithéâtre campus de la faculté d'ingénierie de l'université de Djibouti a abrité un séminaire sur la thématique du béton intitulé « The Basics of Concrete ». Outre la directrice générale du laboratoire central de l'équipement, Mme Rahima Ahmed Moussa, et le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, ont participé à ce séminaire. Le directeur du département en charge de la construction, des sociétés de construction, des responsables de centrales de béton, des bureaux d'études, des professionnels des secteurs du B2B et des universitaires. Ce séminaire a été animé par le Dr Charles Nimier sur la problématique de l'usage du béton et sa complexité dans le secteur de la construction à Djibouti. Premier du genre à Djibouti, ce séminaire a été l'occasion pour les professionnels du secteur et les responsables des institutions techniques en charge du secteur de la construction d'échanger et de débattre. Le président de l'American Institute sur le béton et ses applications dans les constructions modernes. C'est une augmentation de savoir par rapport à ce que nous avons à Djibouti. On a toujours voulu comprendre comment fonctionnait le système de béton américain. Et nous remercions le laboratoire national d'avoir bien voulu attirer ces gens-là sur Djibouti et d'avoir fait ce forum ô combien bienvenu. Nous n'avons pas de complexe à avoir. Apparemment, nous avons le même système de béton. Et je pense que le laboratoire a très bien fait d'avoir amené cette association, parce que c'est une association. Et nous sommes très contents d'avoir participé. C'est bénéfique pour nous qui produisons du béton. Et c'est bénéfique aussi pour les étudiants qui vont quand même apprendre comment fonctionne la fabrication du béton de A à Z. Et dans un monde clôture, la directrice générale du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement n'a pas manqué d'affirmer que ce séminaire va en droite ligne des objectifs du LCPE, d'une réflexion sur les procédures et matériaux de construction. Dans un contexte de changement climatique, l'usage du béton et ses applications doit être repensé afin de répondre aux exigences de qualité, de résilience et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. La directrice générale du laboratoire central de l'équipement a sollicité l'engagement de tous les acteurs et partenaires du secteur afin de participer à une plus profonde rechangement. Enfin, le président de l'université de Djibouti et la directrice du laboratoire central n'ont pas manqué de remercier tous les participants à ce séminaire et leur pleine implication dans les échanges à venir. Un plaisir d'avoir American Concrete Institute. C'est un institut américain spécialisé dans le béton, dans le génie civil, mais plus particulièrement dans le béton. Donc, moi je ne suis pas spécialiste, mais j'espère que vous serez la future génération qui va se spécialiser dans cette science, parce qu'aujourd'hui le béton il est partout. Nos constructions, nos habitations, dans nos maisons, dans nos édifices, votre université, elle est faite de béton. Donc c'est important de maîtriser cette science, la qualité du béton. À Djibouti, c'est le LCBE qui s'en occupe. Donc la directrice générale qui est aujourd'hui avec nous
a fait le choix, a décidé que cette conférence, parce que M. Charles Emney n'est là à Djibouti qu'un jour. Donc, Mme Rahma a dit ce jour-là, il faut que les étudiants de l'université en profitent. Même pas les professionnels qui sont invités aujourd'hui, mais elle a dit d'abord les étudiants. Et que ce soit le début d'une longue collaboration entre les LCBE qui collaborent déjà avec nous avec la faculté d'ingénieurs, mais aussi à l'UT, qui prend des stagiaires chaque année, puisse encore redoubler d'efforts, Inch'Allah, pour que les ressources humaines de l'université soient bien formées et formées pour autant les professionnels qui sont là aujourd'hui et que je salue et que je remercie pour leur visite à l'université de Djibouti, mais aussi pour le LCBE. Écoutons ces quelques réactions recueillies par nos confrères lors de ce séminaire. C'était une conférence internationale de la spécialité des bétons armés. C'est une opportunité pour nous en tant qu'étudiants d'avoir assisté. C'est un expert américain. Nous les remercions d'avoir organisé ces conférences qui a duré 4 heures. Nous remercions aussi l'Université de Djibouti et ses représentants qui nous a donné l'opportunité d'assister. Nous remercions aussi la LCP qui était présente. Pour nous, ces expériences que nous avons apprises aujourd'hui ici dans les conférences nous est utile en tant qu'étudiants et nous sera utile dans les domaines du travail. Et nous espérons que ces genres d'événements reviennent dans les années venant. Et enfin, dans l'actualité nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'ANCI, a organisé hier une campagne de sensibilisation sur le méfait de l'Internet dans l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Il s'agit là d'organiser des séances afin de mettre en lumière des informations claires et rassurantes sur les enjeux entourant la cyberespace, tout en offrant des outils concrets pour en faire un espace où les enfants peuvent être en sécurité. L'objectif principal de cet événement étant de veiller à la conscience des enfants à travers l'information quant aux dangers du monde numérique. Il faut savoir aujourd'hui que la question des jeunes et Internet est devenue un réel enjeu de santé publique. C'est dans cette optique que le gouvernement a décidé d'en faire une action prioritaire dans son agenda. Et enfin, dans l'actualité internationale, Novak Djokovic remporte son 10e Open d'Australie et égale le 22e Grand Chelem de Rafael Nadal. A remporté hier dimanche à Melbourne son 10e Open d'Australie, égalant le record de 22 titres du Grand Chelem détenu par Rafael Nadal et redeviendra le numéro 1 mondial aujourd'hui. Le Serbe de 35 ans a battu en finale le Grec Stefanos 6-3, 7-6, 7-4, 7-6, 7-5. Ce dernier redeviendra 3e mondial derrière l'Espagnol Carlos Alcaraz qui était absent à Melbourne en raison d'une blessure. Il a été dominateur tout le match et n'a pas semblé du tout gêné par sa blessure à la cuisse. Il a d'ailleurs joué pour la première fois du tournoi sans son énorme bandage. Eh bien, je vous lis dans le titre, un accord gazier entre la Libye et l'Italie pour l'exploitation du gisement gazier au large de la Libye s'était conclu. Italien des hydrocarbures Eni et de la Compagnie nationale de pétrole libyenne NOC ont signé samedi à Tripoli un accord historique pour l'exploitation de 2 gisements gaziers au large de la Libye. Ces partenariats qualifié d'historique par M. Descalzi permettra des investissements importants dans le secteur énergétique, la création d'emplois en Libye et le renforcement de la position d'Eni, qui est déjà le premier opérateur avec 80% de la production des gaz libyenne. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.